Bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose une discussion qui est extraite de Twitter Space que j'organise depuis quelques semaines sur Twitter. Il s'agit d'espaces de discussion qui ont lieu tous les dimanches à 20h GMT, où des bitcoiners africains se réunissent pour parler d'actualité de Bitcoin, de différents projets intéressants sur le continent. Et à la faveur de ces spaces, le mois dernier, on a organisé une sorte de feedback des 2 premières conférences Bitcoin sur le territoire africain. Donc il s'agit du Dakar Bitcoin Days et l'Africa Bitcoin Conference qui se sont tenues début décembre. Et donc pour en parler, on aura autour de la table, donc en plus de moi, Nourou, Binta et Sébastien Ramos qui étaient à l'organisation Dakar Bitcoin Days. Et on aura Gloire qui est à l'organisation, lui, de l'Africa Bitcoin Conference. Bonne écoute à vous. Je vous propose qu'on commence, puisqu'il y a des représentants, enfin ceux que j'espérais voir des 2 conférences. Donc, on va débuter, les autres nous prendront en cours de route. Donc, le space enregistré, salut à tous, merci de vous connecter pour ce Afro Bitcoin Space assez particulier. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief des 2 conférences Bitcoin qui ont eu lieu sur le territoire africain, sur le continent africain ces derniers jours. Donc on va commencer par le Dakar Bitcoin Days, donc qui s'est tenu, c'était le 2 et le 3 décembre à Dakar au Sénégal. Et puis 2 jours plus tard, il y a eu l'Africa Bitcoin Conference. Donc ça, c'était du 5 au 7 décembre à Accra, au Ghana. Donc, j'ai eu l'immense honneur, le plaisir de pouvoir participer aux 2 conférences. Donc, j'essaierai de donner mon avis sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, comment est-ce que, en tout cas, ma perception de ces 2 conférences-là. Et puis ensuite, on a autour de la table des gens qui ont été, donc soit en tant que speaker, soit en tant qu'organisateur. Donc on essaiera aussi d'avoir leurs différents avis dessus. Donc, on commence par Dakar. Du coup, moi j'étais à Dakar pour le Dakar Bitcoin Day. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été à Dakar, donc c'était un grand plaisir pour moi de revoir cette ville qui a bien changé dans le bon sens du terme. Mais bon, les bouchons, ça n'a pas trop changé. Ça m'avait pas manqué, les bouchons dans Dakar. Mais bon, c'est un détail. On a été hyper bien accueillis. J'étais content de retrouver des bitcoiners enfin, d'un peu partout. Donc, des gens que je connaissais, que je côtoyais sur Twitter, que je n'avais jamais vu en vrai. C'est un plaisir pour moi de voir la grosse communauté de bitcoiners sénégalais. Les choses qui m'ont marqué pendant l'organisation de cet event à Dakar, donc pour ceux qui ne savent pas, donc l'event a été a été, a eu lieu au Grand Théâtre de Dakar, donc super bâtiment qui a été construit il n'y a pas très longtemps. Donc il y avait 3 salles. Donc on avait une salle principale, une salle généraliste. On avait une salle un peu plus tech. Et puis on avait une salle où il y avait des conférences, enfin des interventions en Wolof. Et ça, c'est assez particulier. J'ai assisté à certaines interventions dans cette salle-là, j'avoue que j'étais assez impressionné. Donc, la conférence a tenu ses promesses, hein. L'organisation était top, l'accueil y était. Une autre chose intéressante pendant cette conférence, ça, c'est le soutien que les organisateurs ont eu de la part de l'écosystème tech, j'ai envie de dire de façon générale. Pour les gens avec qui j'ai pu discuter, je pense notamment aux mecs de Sen Startup. Enfin, tu les sentais vraiment dans le truc, quoi. Donc l'organisation a su embarquer
les acteurs déjà présents qui ont déjà du cachet vis-à-vis de l'autorité, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc ça, je pense que ça les a énormément aidés dans l'organisation de cet événement. Nouro, Binta pourront en dire plus dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez remarquable. J'ai eu l'honneur de faire le discours d'introduction avec Joe Nakamoto de Cointelegraph et Nourou qui était à l'organisation de l'événement. Donc ça a été un moment sympathique où Joe y allait de ses blagues enfin, un peu relou sur l'équipe d'Angleterre. Et puis c'était on est en pleine Coupe du Monde, donc il y avait de quoi tenir tout le monde en haleine vis-à-vis de ça. Donc ça a été un beau moment où on a présenté un peu les enjeux de la conférence. Il me semble que juste après, il y a eu une présentation sur la monnaie avec le professeur Abdullah Ndiaye, je pense que c'est le professeur à New York University, un mec hyper brillant. Moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui un peu avant la conférence. Il fait preuve d'un tel recul vis-à-vis de ces sujets-là, c'est absolument remarquable. Je vous invite à le suivre. Donc, il s'appelle Abdullah Ndiaye et son pseudo sur Twitter, c'est Enjoy. Enfin, tu sens que c'est vraiment une tête pleine, quoi. La discussion que j'ai eue avec lui était hyper profonde et top. Et puis, il y avait aussi, pendant ce panel-là, il y avait aussi Dominique Yamtimba. Donc, lui, c'est un économiste, je crois. Il est camerounais. Enfin, une personne aussi qui fait preuve d'énormément de sagesse. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de lui pendant tout le séjour parce qu'accessoirement, on était dans le même hôtel, donc on a eu plein de discussions sur les sujets autour de Bitcoin. Ensuite, il y a eu d'autres panels intéressants je pense après, il y a eu le panel sur la réglementation de Bitcoin dans le monde. Donc ça, c'est un avocat ou un juriste, je sais plus exactement sa fonction, mais il s'appelle Massam Bassi. Donc excellente, enfin, qui nous a pas mal situé le sujet sur le sujet de la réglementation. Bon, après, les autres panels, je vous avoue que j'ai pas forcément eu l'occasion d'y participer, donc je ne pourrais pas vous faire de retour dessus. On a eu une discussion avec Élisée Hamon, Yann Timba, je crois, sur l'état des lieux de Bitcoin en Afrique. Ça aussi, c'était un panel assez intéressant. Il y a eu Emmanuel Haroul qui a animé un panel sur Bitcoin versus la finance tradie. On a eu des discussions sur les CBDC, la DeFi, Bitcoin et la finance islamique. Ça, c'est un panel que j'espérais voir. Mais bon, je pense que je devais être dans d'autres discussions. J'attends que Nourou et l'organisation me confirment quand est-ce que les replays seront disponibles parce qu'il y aura des replays. Les panels étaient filmés, je crois. Donc, on devrait avoir des replays disponibles sous peu. Je vous invite à aller les regarder. Il y avait des choses très édifiantes dessus. Ensuite, moi, les autres choses qui m'ont marqué, enfin, là, il y a eu d'autres panels dans la journée auxquels j'ai pas assisté, mais juste après, en fait, dans la soirée, avec d'autres speakers, on s'est dit qu'on allait voir les participants au hackathon. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un hackathon qui a été organisé en parallèle. Donc, il y a eu plusieurs jours de préparation des étudiants, enfin des participants au hackathon sur les différentes thématiques Bitcoin. Donc, je sais que Nourou a pas mal sollicité les gens de la communauté. Il y a eu d'excellents retours. Je pense notamment à Fanis qui a fait des présentations. Je pense à Stéphane qui a aidé aussi, bon, qui est un habitué du space, et puis plein d'autres personnes qui ont aidé à former les étudiants sur Bitcoin, sur des thématiques beaucoup plus techniques qui les ont aidés dans leur compréhension du sujet et la préparation de leur projet.
Donc nous, on s'est rendu c'était le vendredi soir à l'université pour voir les jeunes. Ça a été pour moi un des moments marquants. À la base, on passait juste faire un petit tour de 30 minutes, 1 heure rapidement pour voir un peu ce qui se passait. Mais on a été pris dans la discussion avec eux. On est resté peut-être 3 heures ou 4 heures de temps là-bas à bavarder avec les jeunes. Surpris de voir leur niveau de maturité sur le sujet. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. En fait, ils comprenaient les enjeux et ils avaient des projets qui étaient, à mon sens, très pertinents. Moi, je me souviens d'un projet autour de crowdfunding, voilà, via Bitcoin. Donc, excellent projet. Il y en avait sur le financement de projets agricoles. Il y en avait sur... il y en avait une troisième là qui m'avait pas mal marqué, mais ça m'échappe. Bref, tu avais en face des gens motivés et la représentativité des jeunes filles dans les équipes aussi. Ça, c'était quelque chose d'absolument remarquable. Donc, les jeunes, ils sont restés jusqu'à... Enfin, ils ont passé toute la nuit là, en fait. Enfin, ils nous ont pitché, enfin, rapidement présenté leur projet. On leur faisait comme ça à chaud nos remarques sur les projets. Il y avait du répondant, en fait, par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un des aspects qui m'a marqué pendant cette conférence, en fait. Le samedi, donc, il y a eu plein d'autres panels. Moi, j'ai animé 2 autres panels, je pense. Donc, un sur les CBDC. Donc là, c'était un panel où j'ai participé avec Élisée et Seydou. Et puis en face, on avait quelqu'un qui bosse au projet d'établissement de CBDC dans la zone UMOA. Donc, discussion c'était une discussion un peu sourde où on n'arrivait pas à se comprendre. Et je trouvais que la personne en face faisait preuve d'énormément enfin, de limites vis-à-vis de sa compréhension de Bitcoin. Donc, ça rendrait la discussion un peu lourde. Mais bon, après, c'est le jeu, on s'y est prêté. On a essayé chacun de défendre sa position. C'était édifiant, parce que finalement, ça donnait un aperçu de comment est-ce que Bitcoin est perçu par les autorités. Donc, c'est beaucoup de mépris vis-à-vis de quelque chose qui, pour eux, ne marche pas, ne fonctionne pas, ne sert à rien. Et les CBDC vont venir résoudre tous les problèmes d'inclusion financière de l'Afrique, chose dont je doute, je doute fortement. Je pense que tous les bitcoiners me rejoignent plus ou moins sur cette position. Euh, je sais qu'il y a eu des panels organisés enfin, animés par Joe Nakamoto de Cointelegraph et le feu follet Paco de la India. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Paco de la India, c'est quelqu'un qui a un projet hyper intéressant. Il parcourt plein de pays dans le monde. Son projet s'appelle Run with Bitcoin. Donc, il parcourt plein de pays dans le monde et puis il essaie de vivre qu'avec Bitcoin. Donc, le mec, il orange pile des gens un peu partout. Il a fait énormément de pays en Afrique, même des pays enfin, les moins recommandés. Je sais qu'il a été au Soudan. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, le Soudan, c'est vraiment un endroit qui est absolument pas recommandé. Encore plus pour quelqu'un qui a pas la couleur de peau appropriée. Donc, il fait des choses incroyables. Et puis, je sais que moi, j'ai vu les photos et puis on a beaucoup bavardé. Enfin, Orange pilait les chauffeurs de taxi dans Dakar. C'était vraiment sympa. Aller dans des restaurants, parler de Bitcoin à tout va. Enfin, c'est quelqu'un d'assez particulier, un personnage assez spécial. Euh, donc voilà un peu pour les panels. Il y avait des gens vraiment intéressants, hyper inspirants. Je pense à des bitcoiners venus du Burkina avec qui j'ai énormément discuté. Je pense à Élisée, à Mombazongo, donc des personnes enfin, juste exceptionnelles. J'ai fait de très belles rencontres. Je pense
Seydou, je pense à Mokhtar aussi. Voilà, été mon coup de cœur. Enfin, il a fait une présentation magistrale le samedi autour de sa vision de Bitcoin, de ce que ça représente, comment est-ce qu'il est devenu petit à petit maximaliste. Il a une approche assez spéciale de Bitcoin, mais qui reste très, enfin, raccord avec la pensée des Bitcoiners. Enfin, rencontre hyper intéressante aussi. Enfin, j'ai pas forcément. Enfin, il y a plein d'autres éléments là qui me viennent en tête, mais bon, je vais pas vous ennuyer avec. Mais grosso modo, il y a eu une très belle organisation sur cette conférence. Les éléments qui me viennent là, la solidarité dont a fait preuve, à mon sens, pour ce que j'ai vu, l'écosystème tech de façon générale sénégalais pour aider à l'organisation de cette conférence-là. J'ai relevé la motivation des étudiants et des jeunes de façon générale. Une autre belle image qui m'est restée, c'est quand on faisait l'intervention sur le MINA, donc il y avait Seb qui est sur le stage là. On a un peu, on a un peu improvisé, on va dire, en griffe, une intervention là, parce qu'il fallait pallier à certaines absences. Mais ça s'est hyper bien passé. Et je me rappelle qu'on a été pas mal challengé par des, des personnes très jeunes. J'ai en tête un jeune de 12 ans qui nous a traqué même à la fin de la conférence pour nous poser des questions sur le minage. Enfin, nous, on se regardait, je pense, avec Seb, avec Mokhtar, on s'est demandé, mais il sort d'où ce petit jeune de 12 ans qui avait l'air si bien informé sur le minage de Bitcoin et qui posait des questions hyper pertinentes. Ça a été une de mes belles surprises et une image que je garde du Dakar Bitcoin Days. Ces jeunes personnes vraiment intéressées par le sujet qui creusent. Et ça annonce enfin, de belles vocations en griffe par rapport au sujet de Bitcoin. Et puis, bon, la chaleur de l'accueil des Sénégalais, quoi. Enfin, moi, je voyais Binta qui est là dans le stage en train de s'activer pour l'organisation sur le truc. Je me dis, c'est une machine, cette femme. Et je voyais Nourou et toute l'équipe en train de se démener pour que les choses se passent bien. Et les choses se sont très bien passées, à mon sens en tout cas. Et puis, félicitations pour ça, en fait. Du coup, enfin, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport à ça, Nourou, Seb, Binta, allez-y. C'était ça mon retour par rapport au Dakar Bitcoin Days. Honneur aux femmes, Binta. Alors vraiment, merci, euh, Prince. J'ai même pas les mots, hein. Je suis trop touchée par tout ce que tu viens de dire sur l'événement, que du positif. Et bon, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le refaire encore et encore et encore et que tu seras là avec nous, avec toute la communauté crypto. Je suis vraiment très ravie, hein, très contente de ce que j'ai entendu. J'espère vraiment que tout le monde a eu cette même impression que toi, même plus. Et vraiment, on espère que les autres événements sont encore mieux avec euh, de meilleurs panels, encore toujours meilleurs en tout cas. Donc, je suis très contente, j'ai même pas les mots. Donc, je vais laisser certainement à Seb et Nouro qui vont apporter leur contribution à ça. Vraiment, merci pour tout. Hein. Vraiment, merci. On a beaucoup apprécié ta présence. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup aimé que tu sois passé au hackathon pour nous voir. J'étais très contente. Donc, vraiment, merci pour tout. Oui. Merci, Binta. Seb, je vois que tu as des commentaires par rapport à ça. Seb, il est pas là. Bah, en attendant, du coup, bah, merci pour ton témoignage, hein, Prince. Je pense que tu es la personne qui pouvait avoir du recul pour nous dire tout ce que tu viens de nous dire, même si, et je pense que volontairement, c'est le choix de pas parler non plus des côtés négatifs qu'il y a eu. Moi, je préfère me focaliser là-dessus parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour quand même offrir une meilleure expérience euh, pour la seconde édition.
Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est extrêmement difficile d'organiser une conférence comme celle-ci, sur un sujet comme celui-ci, qui, au Sénégal, en tout cas, en fait, fait l'objet de beaucoup d'amalgames. Beaucoup de gens sont victimes de fraudes, de scams, de Ponzi qui ont utilisé Bitcoin. Il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a organisé le Dakar Bitcoin Days? C'est parce que depuis un an qu'on est rentré au Sénégal, à chaque fois que je parle avec les gens, ils ont entendu parler de Bitcoin ou bien ils l'ont utilisé. Près de 90% des gens que j'ai rencontrés. Mais à chaque fois qu'ils l'ont utilisé ou bien qu'ils l'ont entendu, c'est parce que c'était lié à des trucs négatifs. Donc, imaginez déjà un jeune avec des cheveux un peu, je sais pas comment, avec une barbe mal faite, qui vient rencontrer des gens pour leur parler d'une conférence sur le Bitcoin. Donc, autant vous dire que la plupart des gens nous prenaient pour des fraudeurs au début, pour des arnaqueurs ou bien pour des, je sais pas, pour des bandits ou quelque chose comme ça. Donc, on a eu beaucoup de portes fermées, que ce soit sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Et donc, ça, déjà, je te remercie pour ça parce que tu fais partie des premières personnes qui ont accepté de venir pour être speaker. Donc, participer à cet événement-là. Donc, je remercie par la même occasion aussi tous les autres speakers qui ont bien voulu venir. Il y en a certains, ils ne nous connaissaient même pas. Ils n'avaient jamais entendu parler de nous, mais juste le fait qu'on ait fait un call, ils ont accepté de venir. La deuxième chose aussi, c'est tous les speakers locaux. Parce que sur 29 speakers, 19 venaient vraiment du Sénégal et font partie du tissu économique sénégalais. Donc, vous avez des entrepreneurs, vous avez des salariés, vous avez des freelances, vous avez des indépendants, vous avez des salariés du secteur public, mais aussi du secteur privé. Et ça aussi, c'est une autre fierté parce qu'on voulait parler aux Sénégalais, mais avec des mots qu'ils connaissaient, avec une manière de parler qu'ils connaissaient, afin qu'ils comprennent mieux. Et en termes de bilan, on a eu 349 personnes sur les 2 jours, ce qui me semblait être un succès. Mais il faut savoir aussi que juste avant l'événement, on a eu un problème de prestataire concernant tout ce qui était la partie audiovisuelle. Juste avant l'événement, 2 jours avant, on n'avait toujours pas d'écran pour pouvoir passer les présentations, les images, des vidéos. Donc nous, en tout cas, principalement, il y a Sébastien qui est ici, qui n'a pas pris la parole, mais il est venu de France exprès. J'étais en train de dîner, j'étais désolé. Il est venu de France exprès pour finaliser la conférence. En fait, il était au Sénégal. Il a dû partir en France pour un événement familial. Il est revenu exprès quelques jours pour nous aider à finaliser. Et donc, la veille même du forum, on était tous au Grand Théâtre en train de monter les télés. Même dans la matinée de vendredi 2 décembre, à 7 h, on était encore au Grand Théâtre en train de monter les télés, les fils, etc. On était en train de faire le travail des régisseurs, en fait, tout simplement. On a eu aussi quelques speakers qui ont décommandé à la dernière minute, alors qu'on avait déjà fait notre programme. Et donc, ça a un peu basculé beaucoup de choses. On a commencé un peu en retard. Ça a basculé le programme. Parfois, on a improvisé, comme l'a dit tout à l'heure Prince. Et donc, c'est parce qu'il y a eu des événements qu'on n'a pas pu contrôler et qui étaient indépendants de notre volonté, vous savez. Et la troisième chose aussi, c'est qu'en termes de financement, on a eu, par exemple, 90% peut-être de notre budget que nous ont donné des donateurs, qu'on a remercié tout à l'heure sur notre page Twitter, que nous ont donné des sponsors. Mais après tout le reste, on a mis de notre poche. Donc, que ce soit moi, que ce soit Binta, que ce soit Sébastien, que ce soit Seydina, que ce soit Joël, on a tous mis de notre poche la dernière semaine, ou bien les 2 dernières semaines, pour que cet événement ait lieu. Donc, ça aussi, ce sont des choses que les gens ne savent pas, mais que je trouve important de dire. Parce que beaucoup de gens se sont posés des questions sur les motivations du Dakar Bitcoin Days, de comment est-ce qu'on a fait, de pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Parce qu'on voulait juste que les Sénégalais, de base, aient accès à l'information de base pour pouvoir, en fait, se protéger contre les arnaques, contre les fraudeurs et tous ces trucs-là. Donc, cette motivation-là, c'est ça qui nous a poussé, et cette passion aussi pour Bitcoin et tous ces aspects, c'est ça qui nous a poussé à nous donner, quoi. Donc, voilà, grosso modo. Et encore une autre anecdote par rapport à l'hôtel. Prince, toi qui y étais, tu sais, quand on signait avec l'hôtel, à la base,
il devait se charger de vous au moins 2 repas. Après l'arrivée de Paco, le 27 novembre, on a su qu'il ne prenait en compte que le petit-déj. Trop tard pour changer de prestataire. Comment faire? Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées à la dernière minute et qui ont un peu impacté l'organisation que voilà, on était un peu dégoûté au tout début, mais après on s'est repris et qu'au final, de, les gens ont été satisfaits en fait des panels, ils ont été satisfaits des présentations. Il y a beaucoup de gens qui ont eu accès pour la première fois à des informations de qualité et voilà quoi. Donc, nous remercions tout le monde et nous nous excusons pour tous les trucs négatifs quoi, qui se sont passés. Donc voilà, grosso modo. Seb, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Bon, je pense que j'ai pas trop grand-chose à rajouter. Vous avez fait le tour. Prince a assez bien résumé l'événement. Binta et toi, surtout Nourou, tu as parlé de tous les déboires qu'on a eu à affronter pour en arriver là. Mais je dis juste aussi que on n'est pas des gars qui bossent dans l'événementiel. On ne fait pas ça. Donc, c'est juste un retour d'expérience pour moi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'embûches sur le chemin, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de se dire on y est arrivé, quoi. On l'a fait, on apprend de nos erreurs. C'est certes tous les points négatifs qui ont été soulevés par nous. Moi, je les prends pas comme des points négatifs. Je l'ai même dit, je le disais tantôt lors de la réunion. C'est un retour d'expérience. Donc, on apprend. Cette première édition, on va dire que c'était la phase test, la phase pilote, et on espère vous offrir vraiment une meilleure qualité, du meilleur contenu, une meilleure organisation pour le prochain événement, si tout se passe bien. Merci. Merci à tous les trois pour vos interventions, mais effectivement, je n'ai volontairement pas évoqué les axes d'amélioration, mais bon, nous, je pense que tu les as tous cités là. Et pareil, comme c'est, moi, je trouve que pour une première édition, avec les moyens que vous avez fait quelque chose de remarquable. Et donc, enfin, il n'y a pas à rougir, quoi. Pour moi, ça ne pourra, enfin, au vu le niveau enfin, la barre qui a été mise déjà très haut, je pense qu'on pourra qu'avancer vers de, des performances meilleures pour les prochaines éditions. Et puis bon, moi, c'est très volontiers que je participerai à nouveau aux prochaines éditions de ce Dakar Bitcoin Day. Je vous propose de passer au second événement. C'est l'Africa Bitcoin qu'en France. Ah tiens, il y a Maktar qui est là. Maktar, je te laisse peut-être dire un dernier mot sur Dakar Bitcoin Day, tes impressions, ta perception en tant que speaker, en tant que participant, avant que je bascule sur le second event. Donc, vraiment, c'est pas pour prendre la parole, j'étais là juste pour écouter. Merci. Moi, c'est juste félicitations. Félicitations à tout le monde. Je pense que déjà, des événements comme ça, comme vous avez dit, c'est pas facile. Mais au-delà de c'est pas facile, c'est juste audacieux de faire quelque chose comme ça. Les contraintes et tout ça. Donc, vraiment, félicitations. Moi, j'attends les prochaines éditions. Ça a passé le mot. Il y a beaucoup de contenu qui a été créé, qui va être diffusé dans des langues que les gens pourront comprendre, qui se sentiront qu'on adressera à des problèmes. J'ai appris beaucoup. Donc moi, je pense pour moi, c'est le plus important, c'est d'avoir eu la chance d'apprendre et de rencontrer des gens, de pouvoir créer cette communauté, créer un noyau de communauté et tout ça. Donc vraiment, moi, je dis félicitations à tout le monde, les organisateurs, félicitations aux participants, félicitations aux speakers, vraiment, bravo, quoi. Et Inch'Allah, ça ira que de l'avant. Yes, merci Makta. Et tu me permets enfin, merci de relever qu'il y avait un truc, une question à laquelle nous, on n'a pas forcément répondu. Les replays seront disponibles quand, du coup? Ah, ok, on a juste mis là aujourd'hui un petit résumé de 4 minutes et quelques, je pense 2 minutes et quelques, sur la page YouTube du Dakar Bitcoin Days. Je pense qu'on va la partager tout à l'heure sur Twitter. Et à partir de la semaine prochaine, on va diffuser petit à petit les talks qu'il y a eu, quoi, les panels, les présentations. Donc à partir de la semaine prochaine. Ok, c'est parfait. Moi, je suis impatient de les avoir parce que j'ai raté pas mal de panels auxquels je voulais assister. Donc, avoir les replays, ce sera top. Donc, sans transition, on passe au second event donc, qui a eu lieu à Accra 2 jours plus tard. C'était du 5
au 7 décembre au Ghana. Donc, je vais commencer par vous faire mon retour sur l'event et puis il y a Gloire qui est juste là, qui pourra ensuite nous donner ses impressions, lui en tant qu'organisateur. Alors, moi, j'ai raté le premier jour de la conférence pour le coup, que je venais de Dakar et que je devais faire un long détour par Paris. Donc, j'ai raté le premier jour de la conférence. Je suis arrivé le mardi soir. Donc, j'ai débuté la conférence le mercredi. Pardon, je suis arrivé le lundi soir. J'ai raté le premier jour, c'était le lundi. Je suis arrivé le mardi. Donc, j'ai immédiatement pris contact avec Farida et Gloire. Donc Farida m'expliquait que j'arrivais pile à temps pour les grosses pointues qui devaient, qui devaient intervenir le deuxième jour de la conférence. Donc là aussi, il y avait du lourd comme intervenant sur cette conférence. Moi, je me rappelle le premier panel auquel j'ai assisté. Donc le deuxième jour, c'était je pense que c'était celui du prof Neil Canor, donc un des pères d'Internet en Afrique. Donc, brillante intervention. Ensuite, il y a eu le speech de Jack Mallers, je crois, donc pendant lequel il a annoncé la collaboration de Stripe avec Bitnob. Donc Bitnob, c'est une des applications phares d'utilisation de Bitcoin on-off-ramp au Nigeria et dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, à travers la collaboration avec Stripe, ils offrent la possibilité aux utilisateurs de Bitnob en fait, de recevoir les transactions venant de tous les pays dans lesquels Stripe opère. Donc, ça booste sérieusement la portée et le champ d'action des utilisateurs de Bitnob. Et puis de façon générale, hein, l'adoption de Bitcoin, de Lightning en général. Donc ça a été top. Je pense que ça, c'était la grosse annonce que Jack Mallers a faite. Ensuite, il y a eu Obi de Fedimint qui a intervenu. Là aussi, une intervention remarquable. C'est de cette intervention-là que moi, il y a eu la phrase qui m'a le plus marqué et qui pour moi reste un excellent résumé de cette conférence-là. Il a dit, et je le cite pour ne pas dire de conneries, il a dit quelque chose comme Bitcoin wins with Africa, Africa wins. Attends, faut pas que je dise de conneries. Voilà, c'est Africa wins with Bitcoin, Bitcoin wins with Africa. En gros, ce qu'il sous-entendait, c'est que euh, vu la déliquescence du système bancaire en Afrique, en fait, on a absolument besoin de Bitcoin pour booster l'inclusion financière, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à, aux avantages du système financier, la possibilité de faire des transactions de façon globale, quasiment sans coût, de façon instantanée et sans censure. Et puis, à l'inverse, ce qu'il insinuait, c'est que Bitcoin ne pourra pas atteindre son adoption massive sans l'Afrique. Parce que c'est pas l'usage qu'on en fait en Afrique, c'est-à-dire ce pourquoi Bitcoin a été créé, moyen de transfert de la valeur de façon incensurable, sans intermédiaire de confiance. Et cet usage-là, il est pleinement utilisé, en tout cas dans son plein potentiel dans les pays africains actuellement. C'est en ce sens-là qu'il dit que Bitcoin gagnera avec l'Afrique et l'Afrique gagnera grâce à Bitcoin, en fait. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué pendant cette conférence-là. Ensuite, il y a eu, je crois, Jack Dorsey qui a eu sa discussion avec Farida, discussion où il a annoncé, il me semble, le financement le fait qu'il il soutenait les initiatives de minage
en Afrique, notamment les 2 millions de dollars de soutien à, euh, à une entreprise de minage kenyane, je crois. Et il me semble que juste après, même, en fait, Jack Dorsey, il est parti au Kenya après son séjour à Accra. J'ai vu quelques photos. Il me semble qu'il y est actuellement ou qu'il y était hier, en gros, en train enfin, il a beaucoup communiqué sur les aspects de minage dans ce pays-là. Et il me semble qu'une bonne partie de son action en Afrique sera axée sur les questions de minage, de soutien aux mineurs africains. Euh, il y a eu ensuite des panels autour de Lightning Network. Donc, je me rappelle qu'il y avait Nicolas Baté de Galoy qui est intervenu sur ce panel-là, ainsi que d'autres personnes dont les noms m'échappent un peu. Mais une discussion hyper intéressante sur les usages de Lightning Network et puis comment est-ce que les gens développent des solutions autour de Lightning Network pour les besoins des pays africains. Euh, Après, je me souviens d'un excellent panel sur je pense que c'était sur comment Bitcoin aide les activistes un peu partout dans le monde. Donc, c'était Alex Glenstein de Human Rights Foundation qui modérait le panel où on a eu l'intervention de personnes qui utilisent Bitcoin dans le cadre de leurs activités de, de lutte contre, dans des régimes autocratiques en Palestine, euh, les passeurs dans, en Libye et dans d'autres pays qui abusent des personnes qui veulent immigrer vers l'Europe. Enfin, des discussions aussi hyper intéressantes sur l'usage de Bitcoin dans ces conditions-là. Et puis, enfin, le lendemain, enfin, plein d'autres panels auxquels j'ai pas forcément assisté, mais il y avait énormément d'insights. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de bitcoiners, donc nigérians, des bitcoiners du Kenya, d'Afrique du Sud, discuter avec les mecs de BitNob qui sont en train de construire, enfin, qui sont en train de build sérieusement le truc. Leur application est de plus en plus adoptée en fait dans, euh, dans l'écosystème nigérien et fait office de référence en fait en termes de portefeuille Lightning, en termes de système on-off-ramp Bitcoin au Nigeria. Ça, c'était assez remarquable. Il y a pas mal d'influx, enfin, que je dis, de producteurs de contenu. Donc, je pense à des podcasteurs, des YouTubeurs nigérians, la communauté nigérienne aux États-Unis aussi fait beaucoup. J'en ai rencontré pas mal que je suis, avec qui je discute par ailleurs sur Twitter de temps à autre. Mais c'était vraiment sympa de les avoir en face. Je pense aux mecs de Orange Sun. Donc, c'est les mecs de Satoshi Journals, ils font des spaces tous les matins sur Bitcoin, donc j'en ai rencontré quelques-uns. C'était hyper sympa de bavarder, de faire connaissance au fait depuis le temps que je les écoute les matins et qu'on discute sur plein de sujets. Il y a une créatrice de contenu kenyane dont le nom m'échappe, là, elle a fait aussi d'excellentes vidéos là-bas. Il y a Charline Fadepo qui est en train de faire un documentaire sur l'usage de Bitcoin dans les pays africains. Elle aussi, enfin, superbe rencontre. Donc ça promet énormément de choses de qualité autour de Bitcoin. En tout cas, ça c'est pour ce que moi j'ai vu. J'ai aussi pas mal discuté avec les mecs de la première promotion de développeurs Bitcoin Core de Kala Africa, avec des projets hyper intéressants, hyper instructifs. Je pense notamment à un des projets sur lequel Vlad bosse. Hein. En fait, Vlad, c'est un développeur Bitcoin Core que j'ai eu sur mon podcast, un Camerounais. Je me rappelle d'un projet qu'il présentait là, notamment sur le fait de retravailler euh, je pense que son projet s'appelle Afrique Mnomics, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est de traduire dans différentes langues africaines
les mots de récupération des six phrases, je crois. Donc, ils bossent dessus avec un autre développeur Bitcoin Core. Il me semble qu'ils bossent enfin, la première langue dans laquelle ils doivent traduire, c'est le Swahili, je crois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir traduire ces mots qui sont en anglais. Enfin, donc, l'idée, c'est de pouvoir enfin, avoir des équivalents dans des langues populaires africaines. Il y a eu également un hackathon avec énormément de pitch sur des projets. J'ai discuté avec le vainqueur du hackathon là, qui proposait, il me semble, un projet autour de l'agriculture, je crois. Donc, excellent projet qui a remporté le hackathon. Il y avait énormément d'autres bitcoiners. Moi, j'ai discuté par exemple avec des bitcoiners du Togo, donc l'équipe de Loïc, ils étaient nombreux. Il y a une petite délégation de bitcoiners congolais, togolais, pardon. C'était sympa de les voir. Eux aussi, on discute souvent dans les spaces. Eux, par exemple, ils m'expliquaient les difficultés pour eux à se connecter aux API des sociétés de téléphonie mobile, donc le mobile money. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le cache, hein, mobile money, c'est le moyen par excellence de transfert, d'échange de la valeur dans les pays africains. Donc, c'est indispensable pour Bitcoin, enfin pour les produits, les applications autour de Bitcoin d'être connectés avec le mobile money. Enfin, il se trouve que les opérateurs de téléphonie mobile font pas mal de difficultés pour pouvoir avoir accès à ces API-là. Donc, c'est un des éléments sur lesquels eux, ils bossent, par exemple, pour trouver des moyens de contournement de ces contraintes-là et puis pouvoir se connecter au mobile money. Mais c'est que ça a été, enfin, il y a plein d'autres startups qui, elles, ont réussi à le résoudre, mais il me semble qu'au Togo, c'est un peu plus compliqué pour eux. J'ai pas mal discuté aussi avec le mec de Machankura, enfin, Kokatsu. C'est un gars, enfin, le mec, il est hyper inspirant, il est brillant, il a une vision sur son produit, sur ce qu'il est en train de construire autour de ça. Il me semble qu'il a eu pas mal de discussions avec des projets en cours avec Jack Mallers. Ça promet de belles choses. L'application devrait être disponible sous peu dans plusieurs autres pays d'Afrique. Ça, c'est ce qu'il le disait. Et puis, pour avoir plus d'informations, là, il me semble que il a fait une vidéo avec Richard et Guillaume de Grand Temps Crypto. Donc, on devrait avoir plus de détails sur ce sujet-là dans pas longtemps. Et puis, bavarder avec les Bitcoiners Frenchies, ça aussi, c'était sympa. Il y avait Seb qui était parmi les speakers. Seb et Dave qui ont fait un excellent panel sur le minage. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Avec une meuf j'oublie le nom de la société. C'est la société la société de minage que Jack Dorsey a financé. Je pense que c'est Grid. Le nom m'échappe. Mais en tout cas, excellent panel sur le mining qu'ils ont animé. Donc, retrouver les bitcoiners franchis pour bavarder, donc avec Richard, Guillaume, et puis aller se balader dans les rues d'Accra pour inspirer les gens, pour parler de Bitcoin aux gens, pour se confronter un peu à la réalité des gens et leur parler de la perspective que représente Bitcoin pour plein de problèmes qu'on avait. Et puis, quoi d'autre à dire pendant cette conférence-là? Bah, l'organisation, là également, c'était remarquable. Donc, chapeau à Gloire et à Farida qui étaient à l'organisation. Ils ont été plébiscités par une bonne partie des gens qui y étaient. Je pense qu'ils ont réussi à rassembler énormément de Bitcoiners venant de partout dans le monde. Je pense que ça, c'était une des particularités de cette conférence-là. Énormément de Bitcoiners nigérians, mais il y avait aussi des Bitcoiners de pays francophones, des Kenyans, des Sud-Africains. Enfin, c'était vraiment diversifié. Enfin, les gens venaient d'un peu partout. Et la grosse communauté aussi des Bitcoiners américains, enfin, d'origine africaine, je pense notamment au mec de Bitcoin Billionaire, je crois,
qui a fait un gros discours aussi. Euh, il y avait vraiment de la qualité, et de la diversité à à cette conférence. Du coup, Gloire, je te laisse nous dire un mot sur la conférence si tu veux bien. Bon, merci Presse pour la parole et surtout pour ce résumé que je trouve intéressant parce qu'évidemment pour nous le plus important c'est d'écouter les feedbacks venant d'autres personnes parce que à la base on peut personnellement avoir disons une idée biaisée de ce qui s'est passé, mais ça fait toujours plaisir de savoir que certains participants estiment que la conférence était bonne. Donc à la base, pour nous, l'objectif, c'était de réunir des bitcoiners africains. Et voilà, parce que généralement, les gens ne se connaissaient pas encore dans l'écosystème Bitcoin en Afrique. Nous avons une conférence blockchain, entre guillemets, qui se passe en Afrique du Sud chaque année, mais c'est pas, à mon avis, ce dont les bitcoiners ont besoin. Il y a besoin de parler du Bitcoin, de son utilité et de sa valeur fondamentale, pas forcément du prix. Heureusement qu'on n'en a pas parlé, c'était pas prévu dans le programme. Et ben voilà, on a fait cette conférence, on a su réunir pas mal de Bitcoiners venant de beaucoup de pays, d'Afrique et d'ailleurs. Et nous pensons que nous avons su permettre pour une première fois à plusieurs personnes. Bon, évidemment, il y a Dakar Bitcoin Days aussi qui a fait un excellent boulot. Et ben voilà, il y a des gens qui se connaissaient bien avant via des avatars bizarres sur Twitter qui ont pu se rencontrer dans la vie réelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça l'a été même pour moi. Il y a quasiment 99% des gens qui étaient à la conférence que je suivais, mais que je n'avais jamais rencontrés. Ça, c'est important qu'il y ait ces conférences-là partout en Afrique. Pourquoi coup de chapeau à Dakar Bitcoin Days qui a fait une conférence en français. Dakar Bitcoin Conference, c'était beaucoup plus en anglais, même si nous avions la traduction que du coup, j'étais le seul à utiliser. Dommage. Et ben voilà, nous comptons organiser une deuxième édition que nous espérons qu'elle sera aussi intéressante. Et ben voilà, après, l'objectif de réunir tous ces gens, c'est de faire en sorte qu'en plus de se connaître, d'établir des relations de confiance, qu'il y ait des synergies qui se créent. Parce que quand les gens se rencontrent, ils prennent le temps de beaucoup plus échanger, de partager sur leurs passions respectives et pourquoi pas, de pouvoir faire de projets ensemble. Nous avons été contents que Strike annonce un partenariat avec Bitnob. Cela a permis que certaines choses à Accra soient plus pratiques parce que techniquement tout le monde pouvait payer un peu partout où il veut en Bitcoin, avoir le commerçant de l'autre côté qui reçoit du mobile money. Ça a été très intéressant à la conférence. Et dans la vie réelle, quoi, moi-même, tellement que j'étais occupé, j'ai pas pu avoir la chance de découvrir la ville. Mais juste après la conférence, j'ai pris un peu de temps pour moi-même, pour circuler un peu partout, aller voir ce qui se passe dans la ville, comment les gens vivent, les problèmes des commerçants et tout ça. J'ai dû payer un certain nombre de trucs en Bitcoin, même avec des commerçants qui s'en foutent du Bitcoin. Ça, c'était intéressant. Nous avons également apprécié qu'il y ait une collaboration entre Gridless, une compagnie kenyane, et Jack Dorsey, qui a participé à une levée de fonds de 2 millions de dollars dans l'objectif de développer des centrales hydroélectriques dans des villages au Kenya. Et c'est important. Nous avons vu une alliance qui s'est créée sur place, une alliance de mineurs qui font, disons, des entreprises qui font du mining en Afrique. Ça nous a aussi beaucoup plu et surtout, voilà, nous avons invité une association de chefs cuisiniers qui sont présents dans plus de 26 pays africains, qui vont tous commencer à accepter Bitcoin dans leurs établissements. Nous allons les accompagner dans la formation et tout ça. Et ben voilà, en bref,
Que ce soit la conférence, nous voulions à ce que les gens aient accès à un contenu intéressant qui est focalisé sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est les fondamentaux du Bitcoin. Il faut que les gens comprennent son utilité, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est important qu'il y ait une monnaie séparée de l'État, pourquoi une monnaie qui résiste à la censure est importante pour l'Afrique, voilà pourquoi la vie privée, pourquoi les activistes devraient adopter Bitcoin. Et au-delà du contenu en lui-même, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous voulions que les gens se rendent compte parce que on ne peut pas se les cacher, la plupart de Bitcoiners, s'ils ne sont pas vraiment nouveaux, ils ont avalé beaucoup de contenu sur Bitcoin. Et en première vue, tout ce qui s'est dit à la conférence, on pourrait dire que certains en avaient la connaissance, même s'il y a certains qui étaient tout nouveaux. Nous avons eu par exemple un Bitcoiner malien qui a fait ses premiers pas dans Bitcoin à la conférence même. Ça, c'est intéressant. Et pour tous ceux qui maîtrisent beaucoup Bitcoin, je voyais que la salle, il y avait toujours une moitié des gens à l'extérieur et une moitié dans la salle principale. C'est que voilà, on a compris qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient déjà Bitcoin, qui étaient passionnés par le fait de pouvoir se rencontrer pour la première fois entre Bitcoiners africains et pas seulement les Bitcoiners africains, comme il y avait aussi plein de gens qui venaient de l'extérieur. Voilà, nous n'avons pas encore beaucoup évalué en interne. Il y a déjà pas mal de dossiers à régler jusqu'à maintenant. Nous essayons de donner toute notre énergie là-dessus et nous allons poursuivre avec l'évaluation au cours des jours qui viennent. Pour l'instant, le temps, c'est au repos parce que le travail était grand là-bas et que tout le monde est fatigué. Et voilà, c'est déjà important que nous récoltions des feedbacks positifs et nous espérons que la conférence a plu à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas été là, je vous invite à aller jeter un œil sur notre compte YouTube, notre chaîne, c'est Africa Bitcoin Conference. Et voilà, nous avons publié en live le deuxième et le troisième jour et le premier a été publié sur Facebook. Je pense pouvoir republier sur YouTube parce qu'on a juste eu un petit problème avec, disons, un nouveau compte. Il ne peut pas faire de live rapidement. Donc, quand on a voulu mettre en place le live, on a juste reçu un message de Google disant, ben voilà, vous allez commencer à diffuser dans 24 heures. Ça m'a un peu surpris. C'est pourquoi nous avons switché sur Facebook, qui n'est pas le réseau que je pourrais recommander le plus. C'est une petite merde, mais qui nous a quand même permis de diffuser le premier jour de la conférence. Donc, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Et voilà, je suis content de pouvoir recueillir un certain nombre de feedbacks s'il y a certains d'entre vous qui auraient des questions ou qui ont une expérience à partager par rapport à ce qui s'est passé à Accra. Merci. Merci beaucoup, Gloire. Enfin, tu relèves quelque chose d'extrêmement important et que moi j'ai remarqué pendant cette conférence à Accra, c'est qu'il y avait énormément de rencontres B2B en fait. Moi, je voyais, parce que la conférence est tenue à Kempinski Hotel. C'est l'hôtel le plus luxueux d'Accra et quand moi je me baladais hors des salles de conférence, les gens étaient en train de bavarder, de se connecter. C'était une excellente initiative en fait pour connecter les projets, les startups, les entreprises des bitcoiners. Donc les gens connectaient de partout en fait. Et ça c'était absolument incroyable à voir. Moi, je discutais par exemple avec les mecs avec Femi de Calafrica, avec Abdul Khalil Nour. C'est un des plus jeunes développeurs Bitcoin Core et qui, pour le coup, fait partie de la team, le board de BitTrust, le fonds de Jay-Z et de Jack Dorsey. Eux aussi, ils cherchaient à faire le pont avec les communautés de Bitcoiners francophones. Donc, il y avait
énormément de belles rencontres à faire, de connexions. Enfin, je voyais les gens discuter. Je pense notamment à une meuf là qui était à l'animation. Elle s'appelle Marie Muassen. Et c'est une youtubeuse. Elle fait du gaming Bitcoin en fait. Donc, elle diffuse en live sur Twitch, sur YouTube, ces sessions de jeux autour de Bitcoin. Donc, je pense aux jeux de Thunder Games. Donc, ils font des jeux Bitcoin only en gros. C'est des jeux comme Solitaire ou des jeux de rallye où tu gagnes des sats en fait. Ce genre de choses. Donc il y a énormément d'initiatives autour de Bitcoin. Il y a malheureusement, la communauté manquait d'un espace comme Africa Bitcoin Conference. Donc là, c'est fait. Je pense que tout le monde a reconnu la pertinence de cette conférence, le fait que vous avez réussi, je veux dire, à tenir les promesses par rapport à ça. Et ça va sans doute devenir une des références des conférences autour de Bitcoin. Je sais que il y a d'autres initiatives qui arrivent. Il me semble que les Bitcoiners nigérians doivent organiser une conférence Bitcoin au Nigeria l'année prochaine, je pense en février ou en janvier. Mais c'est d'autant de foisonnement dont la communauté a besoin. Donc, on va absolument pas cracher dans la soupe, on va pas bouder notre plaisir et puis profiter euh, des autres, euh, des autres initiatives qui viendront très certainement autour de Bitcoin. La communauté en avait besoin. Et merci pour tout ça, en fait. Donc là, quand je dis tout ça, je pense aussi bien à Dakar Bitcoin Days, qui est beaucoup plus orienté pays francophone, que Africa Bitcoin Days, qui a eu plus un retentissement dans la communauté anglophone. En tout cas, merci pour ça, les gars. Félicitations à tous les deux pour ces initiatives. Bah, merci à toi, Prince. Donc là, la parole est ouverte. S'il y a des gens qui ont des questions à poser par rapport à ces events-là ou des commentaires, n'hésitez pas à lever la main, je vous fais monter. Je suis sûr que Urban est impatient d'en savoir plus. Donc si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, Urban, vas-y, tu peux prendre la parole. Ouais, moi j'aurais une question concernant le Dakar Bitcoin Days, hein, t'imagines? Tous ceux qui étaient là, quoi, les participants, parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure dans l'entonnoir du Bitcoin que il y avait des représentants du gouvernement, des autorités apparemment qui étaient là. Donc vous qui étiez sur place, vous avez probablement rencontré ces personnes-là après un petit peu dans les couloirs, discuté un peu avec eux. Quels sont quelle est leur position par rapport au Bitcoin et les CBDC notamment, les autorités sénégalaises? Quels sont vous qui avez pu jauger un petit peu la température, quoi. C'était ça d'abord ma question. Je te dirais que comme dans presque tous les pays, hein, ils sont en train de bosser sur les CBDC. Et donc, Prince tout à l'heure a parlé d'un panel où il était. Je pense que c'était un des panels les plus chauds même du Dakar Bitcoin Days. Dans l'espace moi, ils sont en train de bosser sur des CBDC. Donc, vous avez le gars qu'on avait invité parce qu'on a voulu faire un débat Bitcoin versus blockchain versus CBDC pour que les gens puissent comprendre que c'est pas pareil et qu'on n'a pas les mêmes choses parce qu'au final, les gens qui créent les CBDC, c'est cet amalgame qu'ils sont en train de créer. Donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est que depuis 3 ans, ils sont en train de bosser, hein. Lui, il est dans le laboratoire de recherche économique de l'Université Cheikh Anta Diop. Ils travaillent en étroite collaboration avec la BCAO. Et ils sont en train de travailler dessus. Et je me rappelle que depuis 2016, même la BCAO est en train de travailler dessus. Mais au début, c'était piloté par une entreprise allemande. Donc là, clairement, je pense pas que un jour, on va voir le Sénégal créer un cadre légal pour le Bitcoin, comme l'ont fait d'autres pays, pardon. Actuellement, ils sont juste en train d'observer. Donc, vous avez des startups à Dakar, au Sénégal, qui créent des produits et des services autour du Bitcoin. Voilà, ils ne sont pas embêtés. Vous avez des commerces qui acceptent le Bitcoin. Ils ne sont pas embêtés. Donc, le gouvernement est en train de travailler sur ses propres solutions, tout en laissant l'innovation se faire. Lorsqu'on a voulu faire notre forum, quand même, on a comme l'a dit Prince, on a été soutenu par tout l'écosystème tech. Vous avez même le lobby des entreprises tech
qui bossent avec l'État sur tous les aspects de sécurité, d'outils utilisés par le port autonome, etc., qui nous ont soutenus. Ils nous ont même donné de l'argent pour organiser cet événement. Donc, les gens sont curieux. Ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Mais je pense qu'à terme, quand on parle de l'État sénégalais, ils vont plus pencher vers une CBDC que vers Bitcoin. Parce que c'est simple. Nous ne sommes pas libres. On est dans un espace économique qui est contrôlé toujours par la France. Donc, à moins qu'il y ait un président qui décide de changer de cap carrément, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais. C'est parfait. Et j'en profite pour te féliciter encore une fois, hein. Toi, Binta et tous ceux qui ont participé à ça, Seb, vous avez abattu un travail de titan. Et peut-être que bon, voilà, vous n'avez pas encore assez de recul, quoi. Vous en rendez pas peut-être encore compte. La pression a descendu, mais vous n'êtes peut-être pas encore descendu du petit nuage, quoi. Mais vraiment, vous avez fait quelque chose d'énorme et ça restera dans l'histoire. Donc voilà, félicitations à vous tous. J'aurais une question pour Gloire quand même, parce que ça, une chose qui m'étonnait, c'est que une conférence qui a lieu à Accra, j'ai été surpris quand j'ai appris que c'était un francophone en fait qui l'organisait et en collaboration avec une francophone aussi apparemment. Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à aller à Accra plutôt qu'en RDC? Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour la faire en RDC ou au Togo c'est dû à quoi en fait ça? C'était une question comme ça. Voilà, nous avons choisi Accra depuis le début parce que à la base on voulait faire une conférence en français, c'était ça pendant disons nos premières réunions, mais après nous sommes dit qu'il faut être inclusif, qu'il faut faire une conférence qui va vraiment réunir tout le monde parce que la triste réalité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans le monde francophone. Et alors, si nous voulions vraiment inviter certains invités que nous avons eus, il fallait penser à une conférence en anglais. Déjà, la plupart des speakers ne parlent pas français. Et, voilà, pour nous, il fallait penser à cela pour organiser l'événement tel que nous l'avions, tel que nous l'avions prévu, quoi. C'est qu'une conférence qui va réunir toute l'Afrique, pas sélectivement un certain nombre de pays et pas les autres. Et voilà, c'est rare de rencontrer au Nigeria des gens qui parlent français, mais quand même, ce n'est pas étonnant quand quelqu'un parle anglais dans un pays francophone. C'est qu'il y a toujours l'anglais qui domine pas mal de monde. Et c'est pourquoi nous avons finalement décidé que la conférence soit en anglais, que la conférence soit dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'insécurité aussi. Ça, c'était aussi un point qui nous a préoccupés. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Mais aussi, nous voulions que la conférence soit dans un pays où il n'y a pas beaucoup de violations de droits humains. Par exemple, moi, je suis activiste. Il y a une conférence des activistes africains qui se passe au Sénégal. À un moment donné, il y en a certains qui s'étaient retrouvés en tôle, juste parce qu'ils sont activistes. Et nous avons évité tellement d'activistes, c'est que voilà, il y a eu le principal opposant du Venezuela, il y a eu beaucoup de gens qui luttent pour les droits humains dans plusieurs pays, que ce soit en Érythrée, que ce soit en Palestine, que ce soit en Afghanistan. Alors pour nous, il était important que ces gens se retrouvent en confiance, qu'ils n'aient pas peur de se faire arrêter et tout ça. Donc, toutes ces choses-là ont joué dans notre décision de faire la conférence au Ghana. Et bien que nous sommes tous francophones, disons, moi et Farida, nous sommes tous francophones, mais voilà, la conférence a été traduite en direct en français, donc chaque francophone qui était dans le coin et qui ne pouvait pas bien capter avait la possibilité de prendre un casque et d'écouter la traduction en direct. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta demande. Mais pour la prochaine édition, nous pensons qu'il y aura beaucoup plus de francophones
que pour cette première. C'est vrai qu'à 90%, la conférence était dominée par le milieu anglophone. Merci beaucoup, Gloire. Je ne sais pas si d'autres ont des questions à poser. Je souhaiterais en fait renvoyer la balle à Gloire et aussi le féliciter, lui, Faïda et toute leur équipe pour l'organisation de l'Africa Bitcoin Conference. Mais aussi, j'ai été heureux en fait qu'on ne soit pas tombé dans une polémique. Je pense qu'il comprend de quoi je veux parler. Et donc, du coup, moi, je vous souhaite vraiment tout le, tout le succès possible concernant les prochaines éditions de l'Africa Bitcoin Conference. Dans tous les cas, on avait déjà entamé des discussions avec Faïda il y a quelques temps par l'entremise de Hobby. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais dans tous les cas, moi, je pense juste que peu importe qu'il y ait un événement, 2 événements, 10 événements, dès lors qu'il y a une personne qui vient, qui apprend et aussi qui se connecte à d'autres, qui permet aussi de nouer de nouveaux business, juste des relations d'amitié ou bien juste de compagnonnage dans cet écosystème Bitcoin, je trouve que c'est positif. Donc, au nom de toute l'équipe aussi de Dakar Bitcoin Day, je vous félicite aussi pour votre événement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Nourou. On est également très content parce que pour moi, personnellement, il faut qu'il y ait des initiatives partout en Afrique. On ne peut pas... c'est pas comme des startups qui se disputeraient pour s'accaparer des parts du marché et tout ça. C'est dont on a besoin et c'est important qu'il y ait... c'est le lancement de tout un grand mouvement. C'est d'avoir des événements en Afrique parce qu'il n'y en avait pas assez. Les gens ne pouvaient pas se rencontrer, les gens avaient du mal à faire des synergies parce qu'ils ne se connaissaient pas et qu'il y ait des conférences au Nigeria, qui en est au Sénégal, qui en est à Accra ou partout ailleurs, c'est important. C'est un peu comme les meet-up. Moi, chaque fois quand je vois un nouveau meet-up, que ce soit au Congo ou ailleurs dans un pays africain, je suis content parce que je me dis que voilà, c'est l'écosystème qui commence à grandir et c'est dont on a besoin. On a besoin que la flamme du Bitcoin brille de partout en Afrique. Donc personnellement, je vous félicite aussi pour Dakar Bitcoin Days. Et j'espère que je serai là cette fois pour la prochaine édition. Tout cela me tient à cœur et voilà, j'espère que tout va se passer comme prévu au courant de l'année prochaine et qu'on pourra peut-être faire des synergies ou voilà, se soutenir comme on peut. Nous sommes tous là pour Bitcoin et non pour nous-mêmes. Donc la vision est la même. Il était important d'éviter un certain nombre de polémiques qui ne peuvent pas aider à avancer. Nous travaillons pour la même chose et c'est pas pour se mettre des petits bâtons, des bâtons dans les roues. C'est pour se féliciter pour tout ce que nous faisons et être content qu'au finish, il y a des initiatives qui permettent de réunir les Africains autour du Bitcoin. Ça, pour moi, c'est important. Et donc, coup de chapeau à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Il y a Enlight qui demande la parole. Vas-y. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je regrette de ne pas être venu aux 2 conférences, en tout cas à Dakar Bitcoin Day. Mais je compte remédier à cela l'année prochaine. Je félicite encore une fois vraiment toute l'équipe de Nourou, de Mama Bitcoin, de Seb Ramos. J'ai écouté vos déboires au début du space, comment tu expliquais tout cela, Nourou, mais je pense, comme le disait Urbanti, c'est normal et ça vous renforce. C'est vraiment une bonne expérience. Et j'imagine aussi c'est très difficile, mais ça fait partie de la chose et que vous avez dû sortir beaucoup d'argent de votre propre poche personnelle. Ça, j'imagine bien, parce que dans ce genre d'événement-là, c'est toujours un peu difficile. Il faut vraiment prendre ça sur soi. Mais encore, merci d'avoir organisé cet événement-là. Je trouve que vous avez fait un travail incroyable parce que dans cet environnement où finalement tout le monde est sceptique des bitcoins, des cryptos, parce que c'est égal à un scam, vous êtes venu, vous avez parlé de bitcoin, vous avez montré que bitcoin c'est autre chose que tout cela, donc c'est vraiment génial. Encore merci aussi à toi, Gloire, pour tout ce que tu as fait dans l'organisation de l'Africa Bitcoin Conference. J'ai un petit peu suivi les lives. J'essaierai de suivre la suite. Il y a certains passages qui ont été beaucoup partagés sur Twitter, dont notamment le passage d'Aboubacar
où justement donc, le jeune développeur Bitcoin Core nigérian qui expliquait comment Bitcoin c'est un travail sur le long terme, que avoir une carrière là-dedans, et ben c'est finalement chercher euh, vraiment ce développement sur le long terme, sur la durée, quelque chose qui s'inscrit sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et je pense que le travail que vous effectuez, que tu as effectué toi, Gloire, avec Farida et d'autres équipes, eh bien, vous travaillez dans le même sens, donc quelque chose qui permet de faire grandir la communauté Bitcoin partout sur le continent. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et mais j'aimerais avoir un petit peu un retour de Prince s'il a pu rencontrer Kotatsu et un peu discuter, de voir un peu comment est le personnage dans la vraie vie, parce que j'ai vraiment été séduit par son projet, par Machankura. Donc j'aimerais aussi avoir un peu son retour dessus. Kotatsu, c'est un personnage, hein. Le mec, tu discutes avec lui, il est excellent et il a une vision très claire de ce qu'il veut. Et il se donne les moyens d'arriver, en fait. Moi, c'est un peu ça que j'ai retenu de lui, en plus de ses qualités personnelles. Enfin, je parle de, il est hyper jovial, il te donne juste envie de parler de Bitcoin pendant des heures et des heures, en fait. Et j'ai vu qu'il a connecté avec énormément de personnes. Tout le monde est, enfin, on est tous unanimes sur le fait que son projet est un des projets phares de l'écosystème et qu'il sera très certainement répliqué par d'autres. Bah, par exemple, certains jeunes, pendant le hackathon à Dakar, bossaient sur une solution de ce type-là. C'est sûr que l'adoption de Bitcoin passera par des solutions comme ça. Donc, il n'a absolument pas de problème avec ça. Et, tout le monde, enfin, essaie autant que possible de connecter à ce type de projet-là parce que ça fera avancer la cause. En tout cas, ce mec-là, il est particulier. Tu verras une vidéo de lui bientôt, donc ça te donnera un peu plus d'insight sur sa personne. Et puis, il est régulièrement dans des spaces, hein. Donc, si tu veux bavarder avec lui, envoie-lui un DM. Je vois qu'il répond très souvent aux mentions ou même aux DM. Donc, tu pourras connecter avec lui au besoin. Ouais, je suis pas mal cette espèce où il intervient, en tout cas cette espèce de lundi où il parle de l'avancement de son projet Machankura. J'ai écouté aussi son show, sa présentation à Adopting Bitcoin. J'ai vraiment trouvé ça excellent, son show. Il mêlé, il essayait de faire intervenir le public, il essayait de donner des éléments sur le développement, sur les futurs développements de Machankura, et je trouve ça vraiment bien. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est un peu l'étoile filante sur la scène. Donc, c'est le gars, bon, quelqu'un pose la question, ok, comment faire pour rendre disponible Bitcoin à des utilisateurs qui ont des simples téléphones comme des Nokia 3310. Eh bien, lui, il est arrivé. Donc, je crois que l'histoire, c'est Farah de BitNobe qui interrogeait sur Twitter si quelqu'un pouvait pas faire une application pareille. Lui, 2 semaines plus tard, il code Machankura, il le propose, il délivre le produit. Et de là, d'un coup, il y a toute une avalanche de questions qui se posent. Ah, mais comment ceci, cela? Et plein de gens commencent à s'intéresser à ça. Il y a vraiment une dynamique incroyable autour de son produit. Et non, c'est juste fou, effectivement. Yes, c'est ça, hein. La dynamique autour de son produit, là, elle est réelle. Et c'est que les mecs de Fedi, les mecs de Bitrust, enfin, tout le monde est hyper excité par rapport aux perspectives que couvre ce type de projet, ce type de produit-là. Donc, ça promet de belles choses. Alors, on va faire peut-être un dernier petit tour de table si quelqu'un a des questions. Ouais, juste une petite dernière question sur Dakar Bitcoin Days. Au niveau du hackathon, quelles idées qui vous est le plus ressorti, qui vous a le plus marqué, quelles ont été les meilleures choses qui en sont sorties, quoi, d'après vous? Ben, tu vas pas me croire, l'idée que le jury a choisie, c'est à peu près pareil que l'annonce que vient de faire Strike avec BitNote. C'est le fait de pouvoir faire des transferts d'argent d'Europe vers le Sénégal, mais dont le settlement est fait sur le Lightning Network. Donc l'équipe qui l'a proposé, c'est qui s'appelle Blitz,
Tu as une autre équipe qui, en 24 heures, ont fait un truc à la Machankura, tout simplement. Tu as une autre équipe qui ont créé une plateforme de crowdfunding liée à l'agriculture, un peu comme Agrimint. En fait, c'est bon. Je pense qu'on a tout ça parce qu'au final, ils essaient tous de répondre aux réalités de nos pays, tu vois. Et toutes ces réalités-là tournent autour de l'inclusion financière, de l'accès au financement, voilà quoi, du remittance. Donc, ça, ce sont les principales idées que j'ai retenues. Je pense que Mama Bitcoin veut rajouter quelque chose. Alors, pour cette question, peut-être je pourrais apporter une réponse parce que j'étais dans l'organisation du hackathon. Et pour moi, il n'y avait même pas besoin de les classer par ordre de mérite parce que leurs projets ont été tous... c'était de très grandes idées au fait qu'ils ont développées lors du hackathon. Et je les ai vus travailler et passer 24 heures à être sur une machine, à réfléchir sur un projet et tout. Donc, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien ce que ces gens ont fait. Et je pense même à la base, ils devraient être tous des gagnants. Alors, je dirais pas qu'il y a ce projet qui a le plus... tous les projets ont été trop bien. Ceux qui ont passé du Lightning, d'autres ont envoyé des bitcoins via les SMS et tout, sans Internet. Ça, c'est des choses que quand on le développe, on ne parlera plus, on ne sera plus là à parler de l'adoption du Bitcoin. Ça se fera naturellement parce que c'est de ça dont on a besoin. Et facilement, si ce genre de projets sont développés, facilement l'adoption va se faire. Parce que, bon, il y a très peu de limites par rapport à l'Internet sur l'adoption du Bitcoin, mais ça peut être beaucoup plus facilité si les gens pouvaient juste s'envoyer des bitcoins via les SMS sans Internet. Donc, et Lightning qui vient, les transactions instantanées. Il y a les crowdfunding. Moi, en tant qu'entrepreneur, donc quand on me parle d'investissement où je peux avoir des fonds via des plateformes basées sur Bitcoin, ça c'est des trucs de ouf à développer. Et vraiment, bon, je, je leur ai tous dit à toutes les équipes qui étaient là que vous êtes tous des gagnants. Ils ont tellement travaillé sur ces projets-là. Malheureusement, j'ai pas été à la présentation. Peut-être c'est là qu'ils ont qu'on aurait pu les départager pour avoir un gagnant, un deuxième prix, troisième prix, etc. Mais sur le contenu des projets et sur les idées qu'ils ont, il y a pas de, ils sont tous des méritants. Et ça, on a besoin d'en faire encore et encore. Je pense même qu'il faut faire plus de hackathons que d'événements comme ça. C'est important de vulgariser, mais il y a des gens qui sont derrière. Il faut que des personnes qui doivent être formées techniquement pour pouvoir développer des solutions basées sur Bitcoin. Et ça, on peut les faire lors des hackathons. Donc, si ces gens font des projets qui amènent des solutions, donc forcément, la foule va suivre. Donc, mais il faut déjà ce noyau de personnes qui vont produire des solutions, qui vont produire des projets qui sont adaptés surtout à nos réalités. Parce que ce genre de projet peut venir d'ailleurs, mais est-ce qu'ils auront autant d'impact que s'ils étaient faits par des personnes qui vivent ici, qui connaissent les problèmes, qui le vivent depuis qu'ils sont nés et qui sont capables de savoir quelle est la vraie solution à apporter à ce problème-là. Donc, c'est lors de ces hackathons-là qu'on déniche ces génies-là et qu'on puisse les former en amont pour qu'ils puissent vraiment nous sortir quelque chose de grand. Et lors de ce hackathon-là, je pense qu'on a eu vraiment ce qu'il fallait. Et j'espère vraiment qu'on en fera encore plus les mois, les années à venir, Inch'Allah. Ok, top. Binta, merci beaucoup. Merci Nourou pour les précisions. J'espère que Urban, ça répond à ta question.
Euh, et si, top. Merci. Si on n'a pas d'autres, donc je vous propose qu'on arrête le space là. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Gloire qui a dû partir à cause de sa réunion. Merci Nourou, Minta pour vos interventions. Urban, donc, comme d'habitude, toujours présent pour les space. Thanks. Salut Seb et merci pour ta gentillesse. Steph, merci d'être intervenu. Merci à tous ceux qui ont suivi le space depuis le début. Et puis on se dit à dimanche prochain pour un nouveau space. Passez une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Bonne nuit, au revoir.